Yasmina Jaafar, bonjour. Bonjour Et Christophe. bienvenue, vous êtes journaliste, productrice, réalisatrice. On vous doit La Ruche Média, un site internet. Et puis vous faites partie de l'équipe fondatrice de Franc-Tireur, un hebdomadaire qui nous est cher à tous les deux. Mais vous êtes surtout l'auteur ou l'autrice, comme on dit maintenant, de Ils ont choisi la France. C'est aux éditions Nouveau Monde. Ils ont choisi la France. C'est le parcours de 5 célébrités mondiales. Miles Davis, Nina Simone, Josephine Baker, Melvin Van Peebles et James Baldwin. Un univers musical, un univers d'écriture, un univers intellectuel, un univers de combat politique aussi. Et le titre, c'est « Ils ont choisi la France ». Alors d'abord, pourquoi ce titre ? Ils l'ont choisi avec cœur et il n'y avait pas d'autre titre plus clair, plus évident, sans discours trop long pour indiquer et attirer une curiosité sur leur choix. La France pour un choix de cœur au moment où nous ne savons plus vraiment si nous devons la choisir. Donc eux, c'était clair. Alors c'est une France particulière, c'est la France pour les plus anciens des années 20-30 jusqu'aux années 60. Est-ce qu'ils feraient ce choix aujourd'hui de venir en France ? Alors, parler aujourd'hui en 2024 à leur place, c'est compliqué, mais j'ai écrit ce livre justement pour imaginer une réponse. Moi, à la fin, il y a un essai qui concerne ma réponse. Ma réponse est que je la choisirai encore aujourd'hui pour les valeurs qu'elle entend, qu'elle sous-tend. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Et à chaque endroit du livre, j'indique quelles sont nos valeurs profondes que nous avons tendance à oublier. Évidemment, pour en citer quelques-unes, la fraternité, la liberté, la laïcité et l'universalisme. Quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas, eux, Américains, ce qu'était l'universalisme. Ils sont venus en France pour la France ou d'abord parce qu'ils fuyaient les États-Unis ? Son racisme, l'inégalité et puis aussi un certain ordre moral. Totalement. Ils sont venus, alors, pour reprendre les termes de James Baldwin, lui est venu pour ne pas mourir d'une balle dans la tête. Ses amis, Malcolm X, Martin Luther King, sont morts. Il s'est dit en 1970, et il a dit à son amie Nina Simone, partons, sinon c'est la suite qui nous attend. Pour les autres, ils sont venus au détour d'une histoire d'amour pour Miles Davis avec Juliette Gréco. Et c'est une fois qu'ils sont arrivés là, les uns et les autres, qu'ils se sont rendus compte que l'Amérique était bien loin d'eux et que la France était autre chose. Parce qu'il faut se remettre dans l'époque, ils ne savaient pas du tout comment fonctionnait la France, à part un instant. Et c'est en arrivant ici et en éprouvant la France qu'ils se sont dit, alors je suis noire et je peux me promener dans la rue, main dans la main, avec Juliette Gréco blanche. Je ne veux pas me faire lapider. Voilà. Et c'est ça qui a été important pour eux. Il fallait qu'ils le disent aux Américains. Alors, vous l'avez cité, l'un des personnages pas forcément le plus connu du grand public, c'est James Baldwin. On le connaît moins que Josephine Baker ou Miles Davis. James Baldwin, romancier, essayiste, penseur aussi de ce qu'on peut appeler la condition noire. Il dit à un moment donné, c'est page 29 dans votre livre, en parlant de son père, « Sa haine pour les Blancs m'a sauvé, car je me suis rendu compte que cette haine le tuait. » Oui. Et donc, il va défendre son identité, être celui qu'il est, mais sans basculer dans la haine. L'avenir des Noirs n'est pas dans la haine des Blancs. Voilà son message. Et il va indiquer très clairement que pour arriver à cette idée-là, il lui a fallu beaucoup lutter contre lui-même. On ne peut pas imaginer que c'est simple et de se dire « bon, je vais être simplement dans la paix ». Dans pas du tout aucune haine, ne me laisse traverser par aucune rancœur. Non, ça n'est pas possible. Il a dû lutter tous les jours parce qu'il a vu le racisme et ses amis mourir et son père devenir fou à cause de cette haine. Mais pour ne pas être dans cette aigreur, il a lu. Et sa professeure d'école blanche l'a amené par la main dans une bibliothèque qu'il ne quittait plus jamais des rues de New York. Et il s'est dit, elle m'a amené la lumière. Donc pourquoi est-ce que je vais haïr tous les blancs ? L'émancipation par la lecture. Il se construit aussi contre une partie de ses proches de la communauté noire qui, eux, disent que l'idéal, finalement, c'est un peu la case de l'oncle Tom. C'est un peu l'émancipation douce et l'intégration. Donc, il se construit aussi en rivalité avec cette pensée-là. Complètement. Lui, il considère qu'il faut mettre un miroir au visage de l'homme avec un grand H, et indiquer aux Blancs que s'ils ont eu besoin d'un Noir à un moment donné, c'était pour des raisons économiques et des raisons de domination. Donc, il se construit contre la pensée de toute sa communauté qui, elle, a envie de se tenir chaud dans cette douleur. Il faut la dépasser, il faut la transcender pour arriver à faire du commun. Et c'est là où l'universalisme français est venu frapper l'idéologie de Malcolm X, de James Baldwin, qui a réussi à convaincre Malcolm X, et d'où le lapsus. Voilà. Et donc il arrive en France et en effet, il se promène et plus personne ne le regarde dans la rue, ça le surprend. Il n'est plus noir et le monde n'est pas si blanc. Et il a cette phrase incroyable, page 31, « Le Français semble voir l'humain derrière la couleur. » Oui. Est-ce qu'on réussit aujourd'hui à préserver cette spécificité ? Non, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Alors, le nom est un peu radical comme ça, et moi, je suis tout sauf radical. Mais vraiment, on a vraiment de belles valeurs, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Mais
aujourd'hui, ma réponse est de dire nous devons préserver qui nous sommes. Et c'est ces Américains-là qui vivaient sous la ségrégation qui nous le rappellent 50 ans, 60 ans après. Leurs propos, et ceux de Nina Simone aussi, par exemple, sur le plateau de Thierry Ardisson, cessez de nous imiter, sinon vous finirez par nous ressembler. C'était il y a très longtemps, il y a 20, 30 ans. Et aujourd'hui, à regarder du côté des Américains, on a tendance à oublier notre spécificité. Kamala Harris, c'est la petite fille ou la fille de cette génération-là de combattants? Oui, vraiment. Sa maman, Shyamala, et son papa, Don, étaient des militants. La maman indienne et le papa jamaïcain. Ils allaient aller aux rencontres voir James Baldwin et Nina Simone dans des salles plénières. Et elle était dans la poussette et elle avait très envie de converser avec eux. Mais elle était bien petite, mais elle a été imprégnée par ça. Aujourd'hui, quand vous voyez Kamala dans ses discours, il y a beaucoup de musique. Elle danse beaucoup et elle chante beaucoup et très tranquillement, sans aucune gêne, et c'est sur de la musique afro-américaine souvent. Et il y a du Nina Simone qui vient. Et donc elle est empreinte de tout ça. Et Kamala, c'est vraiment, plus qu'Obama qui n'a pas la même histoire, la suite de qui ils sont. Est-ce qu'ils n'ont pas, dans cette génération de combattants, mis le social en dessous du racial, si j'ose dire, oublié un peu ce qu'était la condition économique pour ne voir que la condition de la couleur de peau? Justement, à mon sens, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont eu, et c'est James Baldwin à qui vraiment je dois cette pensée, d'imaginer que le problème est d'abord économique. Le problème, si on reprend une seconde Kamala, elle vient des brahmanes indiens. Elle a les codes et elle l'a dit. Elle sait comment à San Francisco elle arrive pour séduire la flopée de personnes qui pourra lui donner de l'argent pour ses futures campagnes. C'est ce que dit James Baldwin, c'est ce que dit Nina Simone. Le problème aux États-Unis n'est pas un problème de couleur, c'est un problème de classe sociale. Ça commence par l'école. Et ce qu'a réussi à faire Kamala, c'est à monter dans le bus, dans le programme de la déségrégation. Elle est arrivée pile poil à 8 ans au moment où les bus avaient le droit d'emmener les enfants des collines vers les plaines. Et c'est là où, en allant à l'école avec un petit blanc, un petit indien, un petit chinois, elle a pu mélanger sa pensée et devenir vraiment un être humain à part entière. La fille de James Baldwin et de Rosa Parks, en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Baldwin a aussi cette phrase tellement limpide. Le racisme commence quand l'autre a le pouvoir de me définir. Ce qu'on vit aujourd'hui avec les excès du mouvement qu'on dit woke, du mouvement intersectionnel, est-ce que c'est pas ça? Quand on entend tu es noir donc tu ne peux pas être policier, parce que le policier il tue les noirs. On définit l'autre et donc on est dans le racisme. Bien sûr, complètement. On ne peut pas se laisser définir par quiconque. C'est un autre objectif de ce livre, c'est de se laisser entendre que nous sommes ci ou ça par quelqu'un qui n'est pas légitime à le faire. Nous avons du mal à nous regarder nous-mêmes et c'est pour ça que Baldwin tend un miroir aux humains pour qu'on puisse d'abord se connaître soi. Si on se connaît soi, on peut répondre que nous sommes d'abord une femme universaliste, pour ce qui me concerne républicaine, laïque et française. Je ne vais pas me laisser déterminer par les autres en étant marocaine, musulmane, non. Nina Simone, vous l'avez cité tout à l'heure, dit « La France est unique, elle ne doit pas imiter l'Amérique ». On en est conscient en France, on se le dit toujours ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la période que nous vivons, vous pensez qu'on prend une pente dangereuse d'imitation de l'Amérique sur tous ces sujets-là, justement, d'intersectionnalité et de résumer l'identité de quelqu'un à son ethnie d'origine? Oui, bien sûr, la pensée anglo-saxonne et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une pensée d'abord en silo, une pensée en communautarisme, une pensée à être avec des gens qui nous ressemblent. C'est compliqué de se promener dans les rues des États-Unis en étant un couple mixte, même encore aujourd'hui, même si depuis George Floyd, ça va un peu mieux. Mais on a aujourd'hui, ici en France, la capacité de se rappeler qu'on est d'abord un pays qui unit les humains à travers leur identité, leurs paroles, leur langue, la langue française. C'est ce qui fait de nous des Français. L'Académie française n'est pas née pour rien. Donc, il faut pouvoir se rappeler en permanence de la puissance de ce qu'est le lien humain avant d'être une religion, une couleur ou même un combat. Il y a un autre personnage peu connu des Français, mais qui est à la fois truculent et passionnant, c'est Melvin Van Peebles, journaliste, écrivain, chroniqueur et surtout réalisateur. Et puis il réalise un film, vous le décrivez page 238, Watermelon Man, donc l'homme pastèque, hein, si l'on peut dire. C'est un cadre blanc, tout ce qu'il y a de plus moyen aux États-Unis, qui un matin se réveille noir. Et si je me trompe pas, il exige de la production que ça soit un acteur noir qui joue le rôle. Donc il est maquillé quand il fait le blanc et démaquillé naturel quand il fait le noir. C'est un moment important du cinéma, ça. C'est très important. Melvin Van Peebles est mort il y a 2 ans.
On ne le connaît pas très bien, malheureusement. Il a complètement changé l'idée du cinéma américain et le cinéma indépendant américain. Et quand il dit au grand label américain, je vais faire comme vous voulez, mais qu'en fait, à la fin, il finit par imposer sa vision, c'est-à-dire on va faire du whiteface. On va prendre un acteur noir et on va le maquiller en blanc. Et la Columbia lui avait dit, alors la fin, on va dire que c'est un rêve, il s'est réveillé et puis finalement, il a compris que c'était pas bien d'être raciste. Et Melvin People, là où il change tout, c'est au moment où il dit, écoutez, on va faire comme vous voulez, mais et en fait, en cachette, il fait 2 fins. Et dans la deuxième fin, c'est d'abord le même acteur qui restera noir définitivement et qui marchera la tête haute. Et c'est là où il change absolument tout le regard qu'ont les Noirs en regardant un film avec un Noir qui se prend pour autre chose que, pour dire vulgairement, Madame Scarlett, avec cet accent exactement, c'est trop dominé. Là. Alors, Baldwin, Van Peebles, et on peut ajouter Chester Himes, ils ont un point commun, ils refusent la victimisation. Ils refusent de continuer à se plaindre. Est-ce que c'est compréhensible, ça, quand on est opprimé ? C'est difficile. C'est difficile. Chaque jour, on doit lire, s'informer et peut-être faire un mantra pour ne pas céder à ces colères. On ne peut pas se dire simplement qu'on doit être charitable en permanence. Ils ont lutté pour ne pas être en colère, mais ils se sont rendus compte que la colère ou la victimisation n'apportait rien de bon et qu'ils étaient du coup coproducteurs de leur malheur. Et il n'en est pas question. C'est des artistes écorchés vifs, des gens qui ont besoin de dire des choses dans un moment compliqué de l'Amérique, dans une Amérique réellement malade. Donc, ils ont eu un choix très très difficile à faire et ils l'ont fait, c'est pour ça qu'ils resteront éternels à mes yeux. Une autre qui restera éternelle, on va terminer par elle, bien sûr, c'est Joséphine Baker qui arrive en France, qui découvre le racisme lors d'une tournée en Autriche. Et puis vous citez ce discours du 20 août 1963, à côté du I Have a Dream, évidemment, de Martin Luther King. Elle annonce qu'elle va être reçue à la Maison-Blanche. Et elle prévient, elle dit devant la foule, ce n'est pas la noire qui ira là-bas, c'est la femme. Quel courage! C'est extraordinaire. En plus, elle y va habillée avec la tenue française, auréolée des médailles, dont une offerte par le général de Gaulle. Elle y va parce qu'elle est d'abord française. Elle est devenue française par son mariage avec Jean Lion. Elle a tenu absolument à rendre hommage au pays qui l'a accueillie parce que quand elle était Joséphine Baker arrivée en France, elle va aux États-Unis et on lui dit quand même dans un grand hôtel de New York, écoutez, qui vous que soyez, rentrez par la porte de service parce que vous êtes d'abord noir. Et de dire quelques minutes après Martin Luther King, ce texte-là qu'on connaît mal, j'ai voulu le mettre en entier dans le livre pour qu'on puisse se rendre compte qu'elle était autre chose que la dame aux bananes et autre chose aujourd'hui même que la dame panthéonisée parce qu'on ne la connaît pas forcément sous cet accent-là, le rapport qu'elle avait à la France. Ah, c'est une forme d'intellectuel de l'intégration. Quand elle dit « j'irai comme femme à la Maison-Blanche », en fait, c'est l'universalisme. Oui. C'est « je ne veux pas être vue par ma couleur de peau, je porte autre chose, je porte mon individu ». Je porte mon individualité, pour faire référence à Paul Ricoeur, elle est J-E, elle est entière, elle est elle-même, elle est son prénom, elle est Joséphine. Avant même d'être une Baker, elle est une femme, mais elle est tout sauf noire. Et c'est très important de rappeler ça à tous ceux qui aujourd'hui se cachent derrière une couleur. Et I'm not negro, I'm a man, c'est la phrase de James Baldwin. Ils ont choisi la France, c'est aux éditions du Nouveau Monde. 5 destins passionnants qui parlent beaucoup de notre époque contemporaine. Yasmina Jaffar, merci, bonne journée. Merci.